la reine Victoria. Bonjour à tous. Elle est bien plus qu'un simple personnage historique, elle est devenue un symbole. Une reine qui incarne la puissance, la morale et les valeurs de son temps. Une femme qui a su s'imposer dans un monde d'hommes. Son règne de 63 ans a marqué une époque entière, transformant le Royaume-Uni en la première puissance mondiale à la tête d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais derrière cette figure imposante se cache une femme aux multiples facettes, une souveraine moderne, une mère dévouée et une femme profondément marquée par l'amour et le deuil. Comment cette jeune fille de 18 ans, pourtant isolée et surveillée, a-t-elle su imposer son autorité ? Comment a-t-elle transformé une monarchie vieillissante en une institution qui dure encore aujourd'hui ? Et surtout, pourquoi son règne reste-t-il un tournant majeur dans l'histoire ? Aujourd'hui, partons à la rencontre de la reine Victoria. Pour comprendre l'arrivée au pouvoir de Victoria, il faut remonter à la mort de la princesse Charlotte en 1817. Elle était l'héritière du trône, mais surtout elle était fille unique. Sa disparition déclenche donc une véritable course à la succession entre ses oncles, tous pressés de se marier pour produire un héritier. Et à cette course, c'est le duc de Kent, le 4e fils de George III, qui gagne. C'est lui qui a le premier enfant, une princesse, Alexandrina Victoria, qui naît le 24 mai 1819. Alors attention, Victoria n'est que 5e dans l'ordre de succession, après son père et après les 3 frères de celui-ci. Mais elle ne cesse de se rapprocher du trône par la suite. Son père meurt l'année suivant sa naissance, en 1820. Puis c'est au tour du roi, des enfants de ses oncles, puis de ses oncles. Et donc, en 1830, à l'âge de 11 ans, elle est devenue l'héritière du trône. Alors son enfance est triste et stricte. Après la mort de son père, la petite fille est laissée sous la tutelle de sa veuve, la duchesse de Kent, une princesse allemande. Victoria grandit isolée au palais de Kensington, sous le contrôle de sa mère et de son conseiller Sir John Conroy. Et la jeune princesse n'a presque aucun contact avec d'autres enfants, avec la cour et même avec le monde extérieur. Elle dort même dans la chambre de sa mère jusqu'à son accession au trône. Mais cette éducation stricte forge aussi son caractère. Victoria développe une volonté de faire et un sens aigu du devoir. Elle étudie l'histoire, les langues, la musique. Elle apprend surtout qu'elle sera un jour reine d'Angleterre. Je devais avoir autour de 11 ans lorsque j'appris que j'étais plus proche de la couronne que je ne l'aurais cru. Je compris alors que mon chemin allait être tracé par d'autres. Le 20 juin 1837, à 6 heures du matin, on réveille la princesse Victoria pour lui annoncer la mort de son oncle, le roi Guillaume IV. À 18 ans, elle devient reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Son premier acte ? Déménager de Kensington à Buckingham Palace, s'éloignant ainsi de l'emprise de sa mère. Et d'ailleurs, elle affirme immédiatement son autorité en refusant que sa mère ou Conroy ait un quelconque rôle officiel. La jeune reine s'appuie dorénavant sur Lord Melbourne, son premier ministre qui devient aussi son mentor politique. Elle préside son premier conseil des ministres avec un aplomb qui impressionne tous les participants. Mais Victoria doit aussi trouver un mari. Qui sera-t-il ? Un choix de raison ou un mariage d'amour ? Son choix se porte alors sur son cousin germain, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Et le mariage a lieu en 1840. Ce qui aurait pu n'être finalement qu'un mariage arrangé va se transformer en une véritable histoire d'amour. Albert devient non seulement l'époux de Victoria, mais aussi son plus proche conseiller. Et ensemble, ils modernisent la monarchie. Albert comprend en effet que pour survivre, la monarchie doit s'adapter. Il pousse Victoria à soutenir des causes philanthropiques, à s'intéresser aux problèmes sociaux. Et le couple royal donne l'image d'une famille modèle, avec leurs 9 enfants. Le prince consort, comme on surnomme aussi l'époux de la reine, est aussi un modernisateur. Il est à l'origine de la grande exposition de 1851,
la première exposition universelle de l'histoire qui va symboliser la puissance industrielle et technique du Royaume-Uni. Mais en 1861, Albert meurt brutalement du typhus. Victoria est anéantie. Elle se retire de la vie publique pendant plus de 10 ans et elle va porter le deuil jusqu'à la fin de sa vie. On la surnomme la veuve de Windsor. D'ailleurs, on la voit bien en noir sur les photos à partir de cette date. Cette réclusion lui vaut des critiques. Le républicanisme gagne du terrain. Pourtant, et paradoxalement, c'est pendant cette période que la monarchie gagne en popularité. Car si Victoria règne moins, elle gouverne toujours. Elle continue à lire, à annoter tous les documents officiels, à correspondre avec ses ministres. Elle suit de près la politique de l'Empire en pleine expansion. L'époque de Victoria est si marquante qu'elle prend son nom, l'ère victorienne. Une période qui voit le Royaume-Uni dominer le monde, non seulement par sa puissance militaire et économique, mais aussi par sa culture et ses valeurs. Alors, c'est d'abord la révolution industrielle à son apogée. Les usines tournent à plein régime, les chemins de fer relient le pays, la marine britannique règne sur les mers. Britannia rules the waves, comme on dit à l'époque. Londres devient la plus grande ville du monde, le centre névralgique d'un empire mondial. Mais c'est aussi une période de contrastes saisissants. D'un côté, une bourgeoisie enrichie, qui affiche sa respectabilité, qui cultive des valeurs strictes, le travail, la discipline, la piété, la pudeur. D'ailleurs, la morale victorienne, qui est celle de la bourgeoisie, impose des codes très stricts. Le vocabulaire victorien est un festival d'euphémismes. Le mot pantalon, par exemple, on ne doit pas le dire, il est jugé trop cru. Une femme n'est jamais enceinte, elle est dans une situation intéressante, ou en état de bonne espérance. Le mot transpirer est interdit. En fait, tout ce qui montre le corps, ou se rattache au corps, et donc à la sexualité, est caché. Même les objets les plus ordinaires sont rebaptisés par pudeur. La poitrine d'un poulet devient la partie blanche. Les cuisses sont la partie sombre. Ça, c'est pour la bourgeoisie. La catégorie sociale qui profite du développement économique et de l'industrialisation du pays. C'est ce visage respectable que la bourgeoisie victorienne aime montrer au monde. Mais derrière cette façade de respectabilité se cache une autre réalité bien plus sombre. Dans les quartiers populaires de Londres, loin des salons feutrés de la bourgeoisie, une autre société victorienne survit comme elle peut. C'est celle que nous décrit Charles Dickens dans ses romans comme Oliver Twist ou Les Grandes Espérances. Celle de la classe ouvrière qui s'entasse dans des taudis insalubres. Celle du travail des enfants. La prostitution est endémique. Les maisons closes fleurissent. L'usage d'opium se répand. Jack l'Éventreur, qui terrorise le quartier de Whitechapel en 1888 par une série de meurtres sanglants, devient le symbole de cette façade sombre de l'ère victorienne. Les brouillards de Londres, autant liés au climat qu'à la pollution des usines, deviennent le décor des enquêtes de Sherlock Holmes, le détective créé par Arthur Conan Doyle. Les romans d'ailleurs de l'époque nous parlent des anxiétés de cette société en pleine transformation. On peut penser à Dracula, de Bram Stoker, ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, qui explorent tous finalement les zones sombres de la respectabilité victorienne. Paradoxe fascinant, alors que le pays est dirigé par une femme, la condition féminine à l'époque victorienne est particulièrement contraignante. L'idéal victorien de la femme est résumé par l'expression « l'ange du foyer ». Une épouse dévouée, une mère attentive, gardienne de la morale familiale. Les femmes sont légalement sous tutelle de leur père, puis de leur mari. Tout appartient à leur époux, y compris leur héritage. Dans les classes populaires, en revanche, les femmes travaillent dur, dans les usines ou comme domestiques, pour des salaires bien inférieurs à ceux des hommes. Et Victoria elle-même a une position ambiguë sur la question. Si elle incarne une femme de pouvoir, elle se montre hostile au mouvement féministe naissant.
qu'elle qualifie de « folie dangereuse et pernicieuse ». Pour elle, la place des femmes est au foyer, pas en politique. Mais revenons à notre souveraine qui, pendant que son époque connaît tous ces bouleversements, vit toujours recluse dans ses châteaux. Le peuple commence à murmurer. La reine se cache-t-elle? A-t-elle abandonné son rôle? Pourtant, sous la pression de son entourage, et notamment de son fils, le futur Édouard VII, Victoria comprend qu'elle doit sortir de son isolement. La monarchie a besoin d'être visible pour être légitime. C'est ainsi que dans les années 1870, Victoria réapparaît progressivement en public. En 1876, elle devient impératrice des Indes. L'Empire britannique est alors à son apogée. La reine devient le symbole de la grandeur britannique. Les jubilés, ces célébrations qui marquent les anniversaires de règne d'un souverain, deviennent sous Victoria de véritables fêtes nationales et impériales. En 1887, pour son jubilé d'or, qui marque ses 50 ans de règne, la reine participe à une procession spectaculaire dans Londres. Des représentants de tout l'Empire, des princes indiens, au premier ministre des colonies, déferlent dans les rues de la capitale. C'est la première grande célébration impériale de l'histoire britannique. 10 ans plus tard, en 1897, son jubilé de diamant pour ses 60 ans de règne est encore plus grandiose. La procession s'étend sur près de 10 kilomètres. La reine, âgée de 78 ans, traverse Londres dans une calèche ouverte, acclamée par des millions de sujets. Les colonies rivalisent d'imagination pour montrer leur attachement à l'impératrice mère. Ces jubilés sont l'apothéose du règne de Victoria et deviennent un modèle pour les célébrations royales futures. Victoria meurt le 22 janvier 1901, après 63 ans de règne. C'est le second plus long règne de toute l'histoire britannique, après celui d'Élisabeth II. Elle laisse un empire transformé. Le Royaume-Uni devenu la première puissance mondiale, à la tête d'un quart de la population du globe. Oh, Britannia, Britannia, rule the waves. Britons never, never, never shall be slaves. L'influence de Victoria perdure bien au-delà de sa mort, particulièrement à travers sa nombreuse descendance. La reine a eu 9 enfants et pas moins de 42 petits-enfants. Et par une habile politique matrimoniale, elle a marié ses enfants dans toutes les cours d'Europe, tissant un réseau d'alliances familiales sans précédent. Sa fille aînée, Victoria, épouse par exemple le futur empereur allemand Frédéric III, donnant naissance à Guillaume II. Son fils Édouard VII devient roi du Royaume-Uni. Sa fille Alice se marie au grand-duc de Hesse. En fait, on surnomme Victoria la grand-mère de l'Europe. À la veille de la Première Guerre mondiale, ses petits-enfants occupent les trônes les plus prestigieux. Georges V en Grande-Bretagne ou encore Guillaume II en Allemagne. Nicolas II en Russie, cousin de Guillaume II, a même épousé une petite fille de Victoria. Mais cet héritage a aussi son côté sombre. Victoria est en effet porteuse du gène de l'hémophilie, une maladie qui empêche le sang de coaguler normalement. Elle transmet ce gène à certains de ses enfants, qui le transmettent à leur tour dans les familles royales européennes. Le cas le plus célèbre est celui du tsarevitch Alexis, le fils de tsar Nicolas II et de la petite-fille de Victoria, Alexandra Fedorovna. Son hémophilie joue d'ailleurs un rôle indirect mais important dans la chute de la dynastie des Romanov, car c'est pour soigner sa maladie que l'impératrice fait appel au mystique Raspoutine, contribuant à discréditer la famille impériale. Alors tous ces liens familiaux étroits n'empêchent pas la terrible guerre de 1914-1918. Le roi anglais, Georges V, se retrouve ainsi allié à son cousin par alliance, Nicolas II, contre leur cousin allemand, Guillaume II, et tout ce beau monde à Victoria comme grand-mère. La famille royale européenne, créée par Victoria, vole en éclats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Mais les valeurs victoriennes, le travail, le devoir, la morale, ont profondément marqué la société britannique. Certains diraient même qu'elles persistent encore aujourd'hui. À la mort de Victoria, une époque s'achève, le XIXe siècle, qui a vu la domination britannique. Au XXe siècle, s'affirment de nouvelles puissances. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir parcouru avec moi cette époque fascinante de l'histoire britannique. Comme les sujets de Victoria qui attendaient ses apparitions publiques, j'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode. Si vous souhaitez lire un roman récent paru sur Victoria, je vous conseille celui d'Olivier Collet, CO2LET. Ça s'appelle Victoria, un roman ébouriffant et c'est paru aux éditions Erol en 2024.
C'est un roman historique qui retrace bien la vie de cette reine fascinante. Et si cet épisode vous a permis de mieux comprendre cette reine qui a marqué son temps, au point de lui donner son nom, n'hésitez pas à lui accorder vos propres lettres de noblesse en laissant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vos commentaires sont toujours un plaisir à lire et ils m'aident à améliorer le podcast. Et pour rien manquer de nos prochaines explorations historiques, suivez le podcast sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous trouverez tous les liens du livre et des réseaux sociaux du podcast dans la description. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.